Que faisait un sous-marin nazi à un endroit où il n'aurait jamais dû couler? Et qu'est-ce qu'il cachait à l'intérieur? Du mystère de Jersey aux morts mystérieuses par le feu, aujourd'hui nous explorons la découverte du sous-marin fantôme qui renfermait des secrets si troublants qu'ils déconcertent encore les experts. Numéro 3, le sous-marin fantôme de la Seconde Guerre mondiale. Dans les eaux sombres et agitées de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale, la mort pouvait frapper sans prévenir, sans pitié, depuis les profondeurs. Les sous-marins allemands rôdaient sous les vagues comme des requins, silencieux et invisibles, coulant des milliers de navires d'alliés avec une précision glaciale. Ces sous-marins étaient l'arme de terreur d'Hitler en mer, coupant des routes d'approvisionnement vitales et laissant derrière eux une traînée d'acier et de pétrole. Parmi les centaines de sous-marins lancés par l'Allemagne nazie pendant la guerre, la plupart ont été coulés. Certains ont été capturés, quelques-uns ont disparu sans laisser de traces. Et l'un des plus mystérieux fut le U-869. Mis à l'eau en 1943, le U-869 était un sous-marin de type 940, l'un des sous-marins à nos rayons d'action les plus grands construits par la Kriegsmarine. Avec près de 76 mètres de longueur et équipé de 6 tubes lance-torpilles, il était conçu pour traverser l'Atlantique et attaquer des navires ennemis dans les eaux contrôlées par les Alliés. Sa mission, perturber, détruire, disparaître. Le U-869 était commandé par le capitaine Helmut Neubauer, un officier de marine expérimenté. À la fin de 1944, lorsque la situation a tourné en défaveur de l'Allemagne, le U-869 a été envoyé pour sa première patrouille de combat. Le plan, selon les archives de la guerre, était de se diriger vers la zone de Gibraltar, un goulet d'étranglement stratégique par lequel les navires alliés traversaient la Méditerranée. Mais à ce moment-là, la structure de commandement allemande était plongée dans le chaos. Des erreurs de communication, des ordres contradictoires et un effondrement de la chaîne de commandement. On pense que la mission du 869 a pu changer en cours de route. Le 11 février 1945, un destroyer américain et un garde-côte ont signalé l'attaque et le naufrage d'un sous-marin allemand non identifié près de Gibraltar. Le rapport officiel l'a qualifié d'abattage confirmé. En se basant sur la chronologie et les mouvements prévus du sous-marin, les Alliés ont conclu que le sous-marin détruit ce jour-là était le U-869. La Kriegsmarine, vaincue et fragmentée, n'a offert aucune version contradictoire. Et ainsi, l'histoire fut considérée comme réglée. On présume que le U-869 a coulé au large de Gibraltar, emportant avec lui ses 56 membres d'équipage dans une tombe aquatique. Il n'y eut aucun survivant, aucun appel de détresse, aucune trace. Pendant des décennies, personne n'a remis en question cette version des faits. Ce n'était qu'une ligne de plus dans l'énorme et sanglant livre de contes de la Seconde Guerre mondiale. Un sous-marin ennemi de plus qui n'est jamais rentré chez lui. Mais en y regardant de plus près, l'histoire commence à se fissurer. Tout d'abord, il n'existait ni photographie ni image sonore confirmée d'une épave près de Gibraltar correspondant aux dimensions ou à la signature de LU-869. Les rapports de guerre étaient notoirement peu fiables, souvent basés sur des confirmations visuelles, dans des conditions de combat chaotiques ou sur des suppositions faites sous pression. L'Atlantique était vaste, la technologie primitive et les erreurs fréquentes. Deuxièmement, aucune documentation allemande de cette période n'indiquait clairement la position finale de LU-869. Numéro 2, le mystère du New Jersey. L'Atlantique Nord, au large des côtes du New Jersey, est un cimetière glaciaire. Sous les vagues reposent des centaines d'épaves, victimes de tempêtes, de collisions et de guerres. Pour les plongeurs locaux, c'est à la fois un terrain de jeu et une énigme. Mais à l'été 1991, un groupe de plongeurs sur épave a découvert quelque chose d'inédit. À ce moment-là, John Chatterton, Richie Keller et une petite équipe de plongeurs expérimentés du Nord-Est cherchaient des épaves non identifiées à l'aide d'un sonar à balayage latéral. Les eaux côtières étaient notoirement dangereuses, courant fort, faible visibilité, plongée profonde. Ce n'étaient pas des descentes anodines. Il s'agissait de plongées techniques, une exploration à haut risque qui exigeait planification, précision et des nerfs d'acier. À environ 60 000 au large de Point-Pisan, à une profondeur de 230 pieds, leur sonar va révéler une image. C'était un objet long et étroit, en forme de torpille, qui reposait au fond de l'océan.
Quelque chose d'artificiel, quelque chose d'ancien, mais quoi? La curiosité s'est transformée en obsession. Lorsqu'ils ont effectué leur première plongée sur l'épave, la visibilité était terrible, à peine quelques mètres. Le froid transperçait leur combinaison. La structure était partiellement enfouie dans le sable et emmêlée dans des décennies de filets de pêche. Quelques passages autour de l'objet confirmèrent l'évidence. Il s'agissait d'un sous-marin, un des grands, et il n'était pas censé se trouver là. Au début, ils ne purent voir aucun numéro ni aucune marque sur la coque. Il n'y avait ni plaque d'identification, ni drapeau, rien qui puisse indiquer de quel navire il s'agissait. La structure était gravement endommagée. Sa tour de commandement s'était partiellement effondrée et sa coque extérieure était fissurée. Il rouillait lentement jusqu'à sombrer dans l'oubli. Était-il américain? Russe? Allemand? Personne ne le savait. C'est alors que les plongeurs lui donnèrent un surnom, qui est-ce? Le UU était une énigme qui défiait toute logique. Aucun sous-marin connu de la Seconde Guerre mondiale n'avait été déclaré perdu près de cet endroit. Et pourtant, il était là, reposant silencieusement sous les vagues depuis près d'un demi-siècle. L'équipe de plongée a commencé une série d'expéditions de retour. Ce n'étaient pas des plongées rapides. Elles nécessitaient des mélanges gazotrinix, des paliers de décompression soigneux et une planification méticuleuse. Les risques étaient extrêmes. Les plongeurs pouvaient souffrir de narcose à l'azote, de toxicité à l'oxygène ou, pire encore, du syndrome de décompression. Mais chaque plongée apportait de nouveaux indices. À l'intérieur de l'épave, ils ont trouvé des manomètres allemands étiquetés en unités métriques, des tuyaux, des vannes et des instruments. C'était clairement un sous-marin allemand. Mais lequel? Ils ont récupéré de petits objets, des plaques, des proues, des pièces d'équipement, certaines marquées de l'aigle de la Kriegsmarine, mais rien de définitif. Le tournant est arrivé lorsqu'ils ont découvert un couteau à beurre Numérapact, gravé du nom Hornberg. Pas un numéro de modèle, mais le nom d'un homme. Cela a tout changé. En utilisant les registres navals et les listes d'équipage, les plongeurs ont retrouvé le nom jusqu'à une personne réelle, le membre d'équipage Georg Hornberg, qui était répertorié comme ayant servi à bord du HUC-869. Les plongeurs ont continué à creuser, aussi bien sous l'eau que dans les archives. Lors d'une plongée ultérieure, ils ont récupéré des collecteurs de soupapes et des pièces de moteur diesel avec des numéros de série. Ils ont retracé ces numéros jusqu'au registre du chantier naval d'Eshimag à Weser, l'entreprise allemande qui avait construit le HUC-869. Les pièces correspondaient. Ils avaient réussi. Contre toute attente, ces plongeurs civils avaient identifié l'épave mystérieuse. En 1947, 6 ans après la première plongée, la marine des États-Unis a officiellement reconnu que l'épave du sous-marin naufragé au large du New Jersey était bien celle du HUC-869. Les implications étaient énormes. Le HUC-869 ne s'était pas coulé près de Gibraltar, comme l'affirmaient les registres militaires américains depuis 1945. Il avait coulé au large de la côte des États-Unis, à 4800 km de l'endroit où l'histoire le situait. Les plongeurs avaient prouvé ce qu'aucun registre de guerre n'avait jamais réussi à faire. Ils avaient localisé et identifié physiquement l'épave. Ils avaient découvert la vérité. Et alors, la conclusion troublante est arrivée, personne n'avait cherché le HUC-869 à cet endroit-là. S'il n'y avait pas eu une poignée de plongeurs obsédés, il continuerait de rouiller dans l'anonymat, sans jamais raconter son histoire. La marine des États-Unis et les historiens en ont pris note. Des plongeurs d'épaves du monde entier ont considéré cela comme l'une des plus grandes identifications sous-marines jamais réalisées sans soutien institutionnel, sans armée, ni gouvernement. Juste un équipage de plongeurs amateurs, de la détermination et des centaines d'heures dangereuses passées au fond de l'océan. Mais le mystère n'était pas totalement résolu. La grande question restait en suspens, comment le HUC-869 est-il arrivé ici? Ses ordres de mission, selon Gibraltar. Les rapports de guerre le situaient en Europe. Alors, comment a-t-il fini du mauvais côté de l'Atlantique? A-t-il été détourné? A-t-il reçu de nouveaux ordres secrets? Ou y a-t-il eu une erreur de communication qui a provoqué sa déviation? Aucun registre n'a été conservé pour répondre à cette question.
Les archives de la Kriegsmarine étaient incomplètes et tous les hommes à bord du 868, un par un, étaient morts avec le sous-marin. On avait trouvé une tombe. L'histoire semblait rectifier. Mais le véritable mystère du 868 ne faisait que commencer. Numéro 1. Décès par tyrannie ou pire encore. Lorsque les plongeurs de sauvetage ont confirmé que l'épave au large du New Jersey était, sans aucun doute, le sous-marin allemand U-869, un nouveau mystère est apparu. Pourquoi a-t-il coulé? La question semblait simple, mais à mesure que les plongeurs exploraient l'épave et que les chercheurs réexaminaient l'histoire, les réponses devenaient de plus en plus floues. Des théories contradictoires ont émergé, chacune soutenue par des preuves, chacune comportant des zones d'ombre qui rendaient la vérité presque inaccessible. Les deux explications principales, toutes deux largement débattues encore aujourd'hui, sont les suivantes. Le U-869 a été détruit par sa propre arme, il a été détruit au combat par des navires de guerre américains. Commençons par la première. Les torpilles allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale étaient puissantes, mais loin d'être parfaites. Parmi leurs nombreux problèmes figurait une panne redoutable, le gyroscope ou la surface de contrôle. Une torpille conçue pour naviguer en ligne droite, à cause d'un gyroscope ou d'une surface de contrôle défectueux, pouvait dévier en un large arc de cercle, revenant finalement vers le même sous-marin qui l'avait lancé. Le résultat, un décès auto-affligé. Ce n'était pas théorique. Cela s'est produit à plusieurs reprises pendant la guerre et tous les capitaines de sous-marins connaissaient ce risque. Les partisans de la théorie du gyroscope pensent que c'est précisément ce qui a condamné le U-869. Ils soutiennent qu'après avoir tiré une torpille, probablement lors d'un combat ou d'un essai, l'arme a dévié de sa trajectoire et est revenue en cercle. Avant que l'équipage ne puisse réagir, elle s'est écrasée contre le flanc de leur propre sous-marin. Il existe des preuves circonstancielles qui appuient cette affirmation. Tout d'abord, rien n'indique que le U-869 ait affronté un navire ennemi. Pas de rapport d'impact de torpille. Ni de registre survivant d'une tentative d'attaque. Deuxièmement, l'épave présente d'importants dégâts internes dus à une explosion, compatible avec la détonation d'une torpille à proximité ou contre la coque, mais pas avec un impact direct venant de l'extérieur. Par conséquent, il se pourrait que le U-869 ait coulé ainsi, mais cette théorie n'est pas fiable. Une autre version affirme que le U-869 a été localisé et détruit par deux navires de la marine américaine. Le USS Howard 5 Sense Crow et le USS Quaney. Selon cette version, le 11 février 1945, les deux navires ont détecté un sous-marin dans la zone, probablement grâce au sonar ou à des hydrophones. Ils ont lancé une attaque coordonnée avec des charges de profondeur. Après la guerre, cet affrontement a été attribué au naufrage réussi d'un sous-marin non identifié, que l'on a ensuite cru être le U-869. Les registres officiels de la marine des États-Unis ont longtemps indiqué que c'était là le destin final du sous-marin. Même lorsque l'épave du sous-marin a été retrouvée plus tard au large du New Jersey, la marine a maintenu que c'était ces charges de profondeur qui avaient causé le naufrage. À première vue, cette explication semble simple, mais elle soulève plusieurs questions épineuses. D'abord, le timing. On ne s'attendait pas à ce que le U-869 s'approche de la côte. Ses ordres de mission étaient pour Gibraltar. Si les navires de la marine avaient attaqué un sous-marin dans cette zone, pourquoi personne ne l'a-t-il relié plus tôt au U-869? Deuxièmement, l'emplacement de l'épave. Le site du naufrage du U-869 ne correspond pas exactement aux coordonnées rapportées par l'USS Howard 5 Sense, Crow et l'USS Quaney. C'est proche, mais ce n'est pas exact. Assez proche pour surprendre, mais assez loin pour susciter des doutes. Troisièmement, les scans sonars et les évaluations des dégâts. Les plongeurs qui ont exploré l'épave ont découvert que plusieurs tubes lance-torpilles étaient encore scellés. Si le U-869 était entré en combat, pourquoi n'a-t-il tiré aucune ou toutes ses armes? Pourquoi, apparemment, a-t-il été pris par surprise? Au fur et à mesure que les plongeurs passaient plus de temps à l'intérieur du sous-marin coulé, les indices dressaient un tableau contradictoire. La section avant du sous-marin présentait le grave dommage, écrasé vers l'intérieur et tordu par la force. Certains des compartiments internes ont implosé, ce qui suggère une onde de choc provenant de l'intérieur,
et non d'une charge de profondeur ayant explosé à proximité. En même temps, certaines parties extérieures de la coque montraient des motifs de déformation qui pourraient correspondre aux ondes de pression d'une charge de profondeur. Cependant, ces marques sont moins graves que prévu si le navire avait reçu un impact direct par le dessus. Une observation notable, la salle de contrôle et la salle des torpilles sont restées relativement intactes. Les dégâts étaient importants, mais compartimentés. Cela suggère une explosion interne localisée, possiblement une torpille qui a explosé alors qu'elle était encore dans le tube ou peu après son lancement. La position de l'équipage à l'intérieur a ajouté à la confusion. Les restes osseux, dispersés au fil du temps, laissaient penser que personne n'avait réussi à s'échapper par les écoutilles. Il n'y eut aucune tentative de remonter à la surface, ni aucun signe d'une ascension d'urgence. Cela s'est produit rapidement, violemment, sans aucun avertissement. Quoi qu'il ait frappé le U-869, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, cela n'a laissé aucun temps de réaction à l'équipage, le mystère étant accentué par l'incohérence des archives militaires de l'époque. Pendant longtemps, on a cru que le U-869 n'était pas très des côtes américaines et le sous-marin supposément coulé par des destroyers américains n'a jamais été identifié de façon définitive. Cela ouvre la porte à des erreurs d'identification des deux côtés. Peut-être que l'USS Howard 500 Crow et l'USS Quaney ont bien coulé un sous-marin, mais pas le U-869. Peut-être que le U-869 avait déjà disparu à ce moment-là, anéanti par une torpille défectueuse quelques jours plus tôt. Ou peut-être, juste peut-être, que les deux théories sont fausses. Vous voyez, il existe aussi la possibilité que le U-869 ait été envoyé en mission classifiée avec des ordres modifiés qui n'ont jamais été officiellement consignés. Cela expliquerait sa position inattendue et le silence radio. Cela pourrait aussi expliquer le secret qui a entouré sa découverte, même des années après la découverte de l'épave. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, la réponse devenait de moins en moins claire. Les deux théories tenaient la route et toutes deux avaient leurs faiblesses. La disparition du U-869 reste une affaire non résolue. On se retrouve dans la prochaine vidéo.